Si je parle de manière trop érudite, les choses peuvent être difficiles à comprendre. Alors permettez-moi d'aborder simplement les raisons qui font que nous sommes opposés au communisme. J'ai étudié le mode de pensée communiste pendant ma jeunesse. Comme on l'a vu aussi dans le message spirituel de Mao Zedong, j'ai lu ses livres et biographies, de même que l'histoire du Parti communiste de l'Union soviétique. Mon opinion n'est pas seulement fondée sur des préjugés, mais aussi sur une profonde analyse. J'étais étudiant en droit, mais pour ce qui est de l'économie, j'ai suivi des cours à la fois d'économie moderne et marxiste, pour lequel j'ai dû étudier le capital. Vous pouvez donc constater que je ne me prononce pas en ignorant sur ce sujet. Même les membres du Parti communiste ne l'ont pas tous lu. Cette expérience m'a permis d'élaborer la réflexion suivante. Alors, où le raisonnement de Marx s'est-il fourvoyé? Je pense qu'au niveau émotionnel, le philosophe était animé par un certain sentiment religieux. Dans l'Europe du XIXe siècle, le fossé était énorme entre les classes pauvres et la classe plus riche des capitalistes. Marx a dû ressentir la nécessité de changer ses abus. Un bon exemple, les mineurs. Même les enfants travaillaient 12 heures par jour, sans parler des femmes. De nombreuses zones rurales étaient également démunies, ce qui fait que la disparité des richesses était considérable. Malgré tout, certains, comme la famille royale, menaient des existences de luxe. Marx a aussi vécu un certain temps en Angleterre. Là, il a observé les grands propriétaires vivant dans des châteaux. Ne travaillant pas eux-mêmes, ils participaient juste à des chasses à courre et vivaient des revenus qu'ils percevaient des paysans qu'ils faisaient travailler sur leurs terres. Il est évident qu'un sentiment de justice a poussé Marx à voir la situation comme impardonnable. Vu l'époque, il fallait bien que quelqu'un se charge d'aborder ces questions, et j'admets volontiers cette prise de conscience. Le problème a commencé à apparaître lors d'une phase ultérieure, quand son analyse a été récupérée pour organiser un parti politique et a fait l'objet d'une diffusion très active dans le monde entier. Marx lui-même a sans doute été très loin de prévoir cela. Le problème principal dans le raisonnement de Marx était sa légitimation de la violence à des fins révolutionnaires communistes. Ainsi, pour lui, il était très clair que c'était un moyen acceptable. Cette justification de la violence est devenue plus tard l'origine de nombreuses purges et massacres. Par exemple, pour la seule Union soviétique, on rapporte qu'au moins 20 millions de personnes ont été tuées, mais sans doute davantage. Je dirais que 40 ou 50 millions de Chinois ont sûrement été massacrés par le Parti communiste chinois durant le grand bond en avant et la révolution culturelle de Mao Zedong. Il existe un livre intitulé « Le livre noir du communisme » qui contient des données détaillées concernant les pays communistes. Ce livre rapporte que 65 millions de Chinois ont trouvé la mort. C'est un chiffre énorme. De plus, des événements similaires ont eu lieu à l'intérieur des États communistes satellites du bloc de l'Est, sans compter les régions asiatiques touchées par ce phénomène, par exemple au Cambodge, où Pol Pot est responsable à lui seul de 2 millions de morts. Et quel genre de personnes ont été décimées? Comme mentionné au début, le communisme représentait l'idée qu'un certain groupe de nantis devient la classe exploitante et vole la richesse, provoquant l'appauvrissement généralisé de tous les autres. Donc, si cette classe prospère et est détruite et son argent repris et redistribué, tout le monde deviendra également prospère. Cependant, en suivant ce raisonnement, les personnes qui réussissent deviennent essentiellement des exceptions et des obstacles à l'égalité. Il faut donc les tuer. Par conséquent, les gros détenteurs de capitaux et de biens sont à éliminer. En plus, ceux qui ont vécu et voyagé à l'étranger et les intellectuels qui auraient eu la chance d'y étudier sont haïs. Et même à l'intérieur du pays, les diplômés de l'université ou ceux ayant poursuivi des études supérieures auraient pu ne pas obéir et exprimer leurs opinions. Donc il fallait aussi les éliminer. C'est ainsi que commencèrent les purges massives d'intellectuels et de riches bourgeois. Or, c'est parmi ces groupes qu'on peut aussi trouver une certaine sagesse. De leur rang sont issus de nombreux individus possédant le savoir-faire pour devenir des dirigeants et rendre le monde plus prospère. Ainsi, cette idée que, en exterminant ces gens, la société deviendrait égale, représente déjà le début de l'enfer. Et c'est tout le problème. En réalité, ce qui s'est réellement produit sous le règne du marxisme était l'égalité de pauvreté.
Marx lui-même avait vu la révolution communiste comme quelque chose qui se produirait dans les grandes métropoles, attestant d'une grande disparité de richesses, alors qu'elle a, en fait, surtout eu lieu dans les zones rurales. Elle s'est produite dans les nations très agricoles de l'Union soviétique et de la Chine. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Créez des nations dirigées par la classe ouvrière. Tels étaient le genre de slogans utilisés, mais en réalité, il est impossible qu'un pays soit dirigé par tout le monde. Alors se créent inévitablement des élites et une organisation avec un petit nombre de privilégiés, tandis que tous les autres sont nivelés par le bas. Pour couronner le tout, en Chine, on disait communément que le seul livre qu'il fallait lire était le Petit Livre Rouge. Mis à part cette compilation de citations de Mao, les livres d'autres intellectuels étaient souvent jetés ou brûlés. En d'autres termes, plutôt que d'informer les individus, il faut juste les amener à vous faire confiance et à les rendre dépendants de vous. À la longue, cette logique devient très similaire à la manière de gouverner des seigneurs féodaux du temps jadis. Dit encore plus simplement, qu'est-ce que vise au juste le socialisme ou la forme la plus moderne de l'utopie communiste ? Pour l'essentiel, l'idéal communiste peut se résumer dans l'expression de « chacun selon sa capacité, à chacun selon ses besoins ». En d'autres termes, chacun peut donc travailler autant que possible et en retirer ce qu'il considère nécessaire. Formulé ainsi, le concept est plutôt attractif. Par exemple, appliqué à l'éducation élémentaire, chaque enfant passerait un contrôle de maths selon ses capacités. Cependant, puisque tout le monde peut obtenir le score qu'il pense mériter, si on réclame 20 sur 20, alors on l'obtient. Le monde deviendrait un endroit où on étudierait selon ses capacités et quels que soient les résultats en obtenant toujours la note maximale. Dans un tel cas, les enfants seraient certainement heureux, mais l'enfer suivrait aussitôt. Comme les résultats ne seraient pas vraiment évalués selon un effort fondé sur les aptitudes propres à chacun, tout le monde serait au final nivelé. L'idée d'égalité peut sembler bonne, mais le résultat pêcherait en termes de qualité de formation. À première vue, cette perspective apparaît sympathique, mais en y réfléchissant davantage, si une telle époque devait se prolonger très longtemps, le monde deviendrait fou, c'est évident. Durant la Révolution française, on a beaucoup glosé sur liberté, égalité, fraternité. L'égalité semble être une chose à laquelle beaucoup aspirent. Néanmoins, on doit faire attention à la différence entre égalité des chances pour poursuivre ses objectifs et égalité des résultats. Comme je le souligne toujours, l'égalité des opportunités devrait être étendue autant que possible et tout le monde devrait avoir sa chance. Et selon les talents et aptitudes d'une personne, les résultats varient. La justesse devrait être utilisée pour les évaluer. Cela fait une grande différence. En d'autres termes, l'idée d'opportunité égale ou d'égalité des chances est la même que l'idée de liberté. Accorder la liberté est pareil que l'égalité des chances. Puis, pour considérer le problème restant de l'égalité des résultats, je voudrais poser la question suivante. Peut-on vraiment considérer comme juste une société où les résultats sont toujours égaux, indépendamment du degré d'effort qu'un individu aura mis ou pas dans son travail? Une société qui n'évalue pas les individus en fonction des travaux effectués est erronée. C'est là l'erreur fondamentale du communisme. Si on met seulement l'accent sur l'égalité des résultats, qu'arrivera-t-il à la fin ? Eh bien, à la longue, le principe de jalousie l'emporte et les gens commencent à vouloir punir ceux qui en ont plus. Ce qui se solde souvent par des purges et des exécutions. Des conséquences extrêmement sanglantes se sont produites à travers l'histoire. Au sein des idéaux du socialisme, un certain nombre d'élites devient nécessaire. Si par là on entend un grand génie doté de super pouvoirs, les choses pourraient même se dérouler très positivement, mieux même qu'avec des personnes ordinaires essayant de former des savoir-faire collectifs. Cependant, plutôt qu'assister à l'apparition d'un authentique génie de ce genre, ce qui se passe en général est qu'une cour d'opportunistes encense le dirigeant comme s'il était génial et écrase quiconque s'opposant à lui. Pour l'essentiel, ce serait comparable à une monarchie de rois crétins. Quand un tel système s'enclenche, tout le monde se met à se remplir les poches.
C'est pour cette raison que j'affirme la supériorité du libéralisme. Il est simplement impossible de compter sur une lignée dynastique ininterrompue de grands génies. Puisque c'est un fait avéré, il est préférable de ne pas attendre le grand génie pour se concentrer à la place sur la formation d'individus talentueux. De nombreux individus talentueux peuvent émerger chaque année. Des dizaines de milliers peuvent être ainsi formés pour occuper des postes de gestionnaires, hommes politiques et concepteurs techniques. Qu'on les place donc à des emplois divers et qu'on les laisse propulser le pays vers l'avant. Une telle approche libérale mènera au succès et, je l'affirme, mènera aussi au bonheur de beaucoup.